Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Edwina. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va, et toi? Ça va, ça va. Est-ce que tu sais de quoi nous allons parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous pourrons parler de l'éthique entrepreneuriale. En tout cas, l'importance de l'éthique dans les affaires et comment intégrer des valeurs éthiques Ok, dans la culture d'une entreprise. d'accord. Si je te dis directement éthique, si tu devais me donner déjà un seul et unique mot, lequel tu me donnerais? Éthique. C'est-à-dire? Tu veux faire éthique, par exemple, sur une feuille de copie de bac. En plus, c'est le bac bientôt là. Ouais. On te dit, bon, madame, vous devez résumer l'éthique en un seul et unique mot. Tu l'aurais résumé comment? En valeur. Ok, très bien. Et toi? Intégrité. Intégrité? Ouais. C'est intéressant. Pourquoi tu dis ça? Ah, quoique. J'irai plus loin, en fait. Ok, vas-y. Parce que quand en parlant d'intégrité et en disant juste valeur, ça me fait penser aux 7 piliers de vie. Ok. Parce que, notamment pour travailler autant sur soi que sur la culture de son entreprise, c'est important de travailler autant sur l'intégrité, Mhm. notamment des fondateurs, et par la suite les membres qui la composent, sur les valeurs, sur l'environnement, qui est-ce qu'on côtoie, où est-ce que qu'on est situé, sur le fait, mine de rien, d'être positif. D'être positif. Ah oui, Oui. avoir une mentalité positive. Oui, Ok. d'avoir une mentalité positive, de quoi? Non, mais moi, j'étais dû penser à la comptabilité, être un positif, en fait. Ah oui, Ouais. si tu veux aussi, Ah, c'est pas négligeable, ouais. mais ouais. Positif, la positivité, le Oui. positivisme. Oui. Il y a aussi, pardon, le fait de vivre l'instant présent, hein, parce que mine de rien, si on ressasse trop le passé en se disant que bon, je sais pas faire ci ou j'ai pas su faire ça ou quoi qu'est-ce, et trop se projeter, t'as pas le temps d'appliquer ce que tu veux faire à l'instant T. Donc tu pars un peu trop loin. Je dirais, il y a également du coup les besoins. Donc il faut connaître euh, ce dont on a besoin pour l'entreprise, pour qu'elle puisse bien fonctionner. Et un peu comme tout le temps, poser ses limites. Dans le sens où il faut être clair sur ce qu'on accepte et ce qu'on refuse autant pour soi que pour son entreprise. Mm. Voilà. Donc ouais, quand tu as parlé d'intégrité et que moi j'ai parlé de valeur, mine de rien, ça me fait penser que c'est tout aussi important d'avoir ces deux piliers, mais également les 5 autres qui te permettent d'être dans, comment dire, dans un bon, avoir des bonnes bases, voilà, tout simplement, avoir des bonnes bases, comme son nom l'indique, les piliers, ça pose tes fondations pour que voilà, à chaque fois que tu as un doute, que ça va mal, que ci ou que ça, tu reviennes sur tes fondamentaux. Ok. Tu as parlé d'environnement Mhm. dans tes 7 piliers. Si
On prend... Allez, je veux bien qu'on commence déjà par l'environnement parce que Par quoi, l'environnement? L'environnement. Mhm. Parce que cet élément indirectement m'a interpellé. Est-ce que tu peux nous en dire plus, en fait, sur l'environnement? Qu'est-ce qu'on entend par là? Ce qu'on entend par environnement, c'est notamment, où est-ce que tu es? Stricto sensus, où est-ce que tu es? Est-ce que tu es dans un bon environnement, un bon lieu, un endroit qui est sécure, qui te permet de t'épanouir, d'être positif, voilà, un bon environnement. Okay. Et enfin, un bon environnement, ou en tout cas un environnement utile pour ton développement. Mais il y a aussi dans cette dimension d'environnement tes alliés, les personnes avec qui tu es susceptible de travailler, avec lesquelles tu travailles déjà, avec lesquelles tu fais des partenariats, avec lesquelles enfin, pour qui tu vends tes produits ou services. Mm-hmm. Il faut pouvoir avoir des bonnes personnes. Un partenaire utile ou un bon partenaire, comme vous voulez, mettez le terme que vous souhaitez. Ça va faire partie d'un des piliers qui va te permettre notamment de développer ton entreprise, si tu as des collaborateurs, de pouvoir soit les faire profiter des partenariats que tu as, ou en tout cas faire en sorte qu'ils puissent parler plus largement de ce que ils sont susceptibles de vendre. Et donc ça va de toute façon faire rayonner l'entreprise à différentes échelles. Ne serait-ce que, oui, pour les alliés, donc j'ai parlé de partenaires, ça peut être les salariés, ça peut être les clients, ça peut aussi être tout simplement la personne qui partage ta vie, parce que mine de rien, c'est important et très utile d'avoir une personne qui partage, enfin qui ne t'enfonce pas en tout cas, même si elle partage pas tout ce que tu fais, elle est pas totalement d'accord avec tout ce que tu fais, qu'elle n'ait pas d'impact négatif sur le développement de ton état d'esprit, de ton mindset, enfin de ton état d'esprit, de ta vision de ton projet, de la vision du développement de ton entreprise, parce que justement avoir ton allié, ton compagnon, ton conjoint, ta copine, ton copain qui ne te soutient pas, qui n'est pas un des piliers de ton expansion, ou en tout cas de celle de ton entreprise, fait que tu seras plus à même de douter de tes choix, de ne pas faire certaines choses que tu aurais voulu faire parce que l'autre qui est censé être ton allié ne cautionne pas, ne te l'autorise pas, n'est pas d'accord, et donc ça freine. En tout cas, ça met de la friction. Ça met de la friction. Pour passer les prochains steps, au final. Tout à fait. Okay. Mais ça marche vraiment, ça marche vraiment dans tout, hein. Quand on parle d'environnement, d'alliés, c'est vraiment, voilà, tes clients, si tu as des clients qui t'injurient tous les 4 matins, t'auras pas envie de les servir, t'auras pas envie de leur proposer la meilleure offre que tu seras en capacité de leur offrir. Toi-même, tu vas commencer à injurier tous les 4 matins tout le monde. Voilà, ça fait comme un effet boomerang ou miroir où, si ton environnement n'est pas en bonne adéquation avec ce que tu vibres, du coup, soit tu vas te faire happer par cet environnement qui n'est pas utile pour toi, donc inutile, soit, du coup, naturellement, tu vas t'éloigner de cet environnement parce que tu sais que qu'il ne t'apporte rien d'utile. Ce que je dis, ça a l'air très comment on appelle ça, très
très intéressée. Je suis peut-être une personne d'intéressée, hein, mais en tout cas, pour atteindre des objectifs, pour pouvoir notamment développer correctement ton entreprise, il y a ce besoin de voir l'intérêt, le pourquoi de ce que tu fais. Et ça passe notamment par une certaine éthique, mais aussi certaines valeurs qui font que voilà, tu poses telle ou telle action par rapport à ton intégrité, donc que ce soit en relation avec tes valeurs, tu es OK pour faire telle et telle chose, tu as le bon environnement, tu es positif, voilà, tout s'aligne de telle sorte à ce que si tu as tes 7 piliers de vie, de travail, ça match en fait, ça match et tu ne peux que qu'être dans l'expansion, dans l'abondance, dans voilà, dans le développement de ton entreprise, de toi-même, de ce que tu veux, quoi. Oui, c'est tout à fait vrai. Je suis entièrement d'accord avec ça. Et ça peut peut-être choquer les gens, en fait, que tu aies parlé carrément du client. Habituellement, les gens te disent oui, mais tu choisis pas les clients qui viennent te voir. Ah, ben au contraire. Quand t'as par exemple un métier de bouche, donc t'as un petit fast-food, tu vends du poulet frites et compagnie, et que tu arrives à avoir en fait des personnes qui sont non seulement impatientes, qui sont en train de gérer les gens et compagnie. Comment au final tu fais pour ne pas avoir ce type de personnes? C'est une vraie question. Donc, Alors, excusez-moi si j'en choque certains et même pas. Pour le coup, je m'excuse, j'ai pas besoin de m'excuser par rapport à ça. Ça va être dur ce que je vais dire. On a ce qu'on mérite. okay. On n'a que ce qu'on mérite. Le terme mérite n'est même pas entre guillemets juste. On a ce qu'on vibre. Si tu vibres tous les matins ton impatience, pas juste voilà, c'est l'heure, vas-y, tu vas avoir en face de toi des personnes qui vont te faire travailler ta patience. Si voilà, tu as des personnes on va pas dire mal élevées, mais qui injurient ou qui utilisent beaucoup de mots grossiers, qui te heurtent, c'est que il faut aller voir quel est le travail que tu as à faire sur toi. Soit toi-même, c'est le reflet miroir et toi-même tu t'en as pas conscience, tu jettes des mots là comme ça qui peuvent piquer et tu t'en rends pas compte et tu vois qu'en face de toi tes clients sont comme ça. Pose-toi les bonnes questions. C'est tout. On n'a pas ce réflexe de se dire ah oui il y a peut-être quelque chose qui fait que j'ai telle ou telle personne en face de moi. Mais c'est prouvé que nos pensées font que qu'on attire, voilà, tout simplement qu'on attire ce qu'on pense, ce qu'on pense, ce qu'on vibre, c'est ce qu'on va recevoir. Il y a des gens qui sont qui ont des clients merveilleux, mais c'est parce que elles-mêmes elles font en sorte de cultiver un certain rituel, une certaine hygiène. C'est même pas que de vie, mais une hygiène. Amicale? Une hygiène, non, une hygiène de pensée, voilà, tout à fait. Une hygiène globale, en fait, qui fait que leur environnement est nettoyé, leur environnement est nettoyé, leur environnement est assez propre et assez sain pour avoir les bonnes personnes. Il y a d'autres personnes qui sont tout aussi contentes de voir en face d'elles des personnes démunies, des personnes qui sont en difficulté ou qui ont vécu ou vivent actuellement des choses difficiles parce que c'est aussi leur mission. Ça a l'air très spirituel ce que je dis, mais
soit tu n'es pas aligné avec ça, d'avoir des personnes qui sont impatients, qui sont mal polis ou quoi qu'est-ce. Et là, ben, va faire un travail sur ta façon de penser. Et au contraire, si sont ce type de personnes, c'est ce type de personnes que tu cherches à attirer parce que c'est ta vocation, c'est ta mission de pouvoir faire en sorte d'aider cette personne, c'est ok. Mais chacun doit être aligné avec son environnement. Et ça sert à rien de se plaindre, de se dire ah oui mais ce matin j'ai eu une ou un voilà, patati patata, oui, je dis des gros mots, excusez-moi. Oui, tu dis des gros mots et le plus souvent derrière, on n'est pas seul à écouter, hein, ça je dirais. Ah. Ouais. Qui est-ce qui écoute ça? Ah, je sais pas. Bah, tu vas mettre des bips. Ouais. Tu vas mettre des bips. Donc, où tu vas recouper. Oui, enfin, on n'a pas à se plaindre. Si un jour tu as des personnes qui sont irrespectueuses, qui sont impatientes ou quoi qu'est-ce, il y a aussi ce devoir de se dire la faute c'est pas forcément que l'autre. Tu as une part de responsabilité, une conversation, une communication, c'est au moins 50-50 quand on est deux. Et tu es responsable de ce que toi tu véhicules, et en face l'autre personne elle est responsable de ce qu'elle reçoit. C'est pas, enfin, tu as dit chou, si la personne est dis chou, oui, si tu dis chou et que la personne elle entend chou-fleur, c'est pas de ta faute, toi t'as dit chou, donc ok. Oui, mais voilà. Donc c'est important d'avoir une hygiène des valeurs, des piliers qui font que ben tu arrives à pouvoir faire développer ton entreprise. Et c'est à partir de ces piliers que tu vas pouvoir construire la culture de ton entreprise. Quand tu vas commencer à avoir des salariés ou même des prestataires, hein. On peut pas, on n'est pas obligé de s'arrêter que sur des salariés, mais quand tu commences à avoir les personnes avec qui tu travailles, c'est important aussi à un moment ou à un autre, de leur communiquer tes valeurs. Mais ça, tu le fais avant même de les embaucher? Tu le fais à quel moment? Quoi? Ce travail? Ce travail. C'est 7 piliers. Qu'est-ce que tu as en face de toi, un entrepreneur qui a déjà un bon chiffre d'affaires, il veut s'étendre un peu, ou encore une entrepreneuse qui veut s'étendre un peu, qui cherche à savoir exactement comment elle recrute. Est-ce qu'elle recrute par rapport à ces 7 piliers? Est-ce qu'elle recrute par rapport à juste le savoir-faire de la personne ou le savoir-être? Comment tu recruterais? Ok. C'est son premier recrutement ou pas? C'est son premier recrutement. Elle en attend beaucoup parce que en fait, elle va déléguer une bonne partie pour pouvoir faire en sorte de s'étendre en fait. Ok. Sur un premier recrutement, sur une personne, bon, on va dire qu'elle a déjà 1 an d'exercice, que voilà, elle a exposé tous les plafonds, elle est à l'aise et elle souhaite embaucher ou en tout cas déléguer une bonne partie de l'activité. Je pense que c'est important de mettre à plat les choses. Parce qu'à ce moment-là, en fait, tu ne seras plus toute seule avec tout ce que tu sais, Il va falloir que tu transfères, entre guillemets, une partie, enfin, que tu transfères, ou en tout cas que tu communiques sur les valeurs, la vision, la culture même de l'entreprise. Et si toi-même, tu n'en as pas clairement pris conscience, tu ne transmettras pas les bons éléments. Parce que on peut avoir tendance à se dire voilà, dans l'urgence, hein, bien sûr, comme tous les
comme toute bonne personne qui travaille dans l'urgence, de se dire du jour au lendemain, ah voilà, je veux recruter, je veux déléguer, il me la faut pour demain. Hier. Allez, Pour hier. Habituellement, les gens te disent, Ouais. il me la faut pour hier. Il me la faut pour hier. Sauf que si tu n'as pas tes process déjà de fait, la personne ne va pas être accueillie dans les meilleures conditions, sauf si clairement tu lui dis c'est toi qui vas créer tous les process, ou en tout cas il y a rien de fait. Il y a rien de fait, on va être dans le flow tous les deux, et s'il y a besoin on construit ensemble, et il faut que la personne soit OK pour ça. Oui, c'est surtout ça. Si du coup t'as pas tous tes process de fait, ou en tout cas une bonne partie, où tu t'es pas fait accompagner pour les faire, ouais, c'est ça. Il faut au moins que tu puisses avoir cette vision de ton entreprise. Et cette vision, je vais résumer en vision, on peut mettre plein d'autres mots derrière. C'est important que ces 7 piliers puissent composer cette vision. Parce que les personnes qui vont arriver, si elles ne savent pas du coup comment, qu'est-ce que ça veut dire être intègre au sein de cette société, qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les valeurs de cette société, qu'il est important d'être positif, que les personnes qui composent la société sont des alliés et pas et on n'est pas là pour se tirer entre les pattes, que voilà, les différents éléments des 7 piliers, tu vas être amené à avoir des recrutements qui vont se solder soit par une fin de période d'essai, un licenciement ou quoi qu'est-ce, parce que dès le début il n'y a pas eu cette prise de conscience, cette mise en lumière par le fondateur. On a dit qu'elle était toute seule, des choses qui sont importantes pour elle. Là, on parle juste au niveau de la vision des valeurs mêmes pour pouvoir avoir une bonne culture d'entreprise. Après, en termes de recrutement, c'est important de savoir exactement ce que la personne sera amenée à faire. Sur quoi tu attends la personne en termes de résultats, parce que tout ce qu'elle va faire ne sera pas entre guillemets sujet à avoir un résultat, en tout cas financier, ne serait-ce que financier. Mais c'est important de se dire, voilà, si la personne sait faire telle ou telle chose, je suis OK. Si elle ne sait pas le faire, est-ce que je suis en capacité, est-ce que je veux pouvoir l'accompagner à avoir cette compétence? Et pour moi, il est beaucoup plus facile d'avoir il est beaucoup plus facile de recruter une personne qui a un bon état d'esprit et qui n'a pas les compétences. Parce que les compétences, ça s'acquiert. L'état d'esprit, on peut le changer, mais c'est quelque chose qui va prendre beaucoup plus de temps à modeler, à ramollir potentiellement des anciennes expériences que la personne a eues, que soit elle a aimé, soit elle a pas aimé, mais en tout cas il y a une certaine friction, il y a des douleurs qui font que au final soit ça la ramène dans des situations qui ont été inconfortables pour elle et elle ne sait pas les gérer. Du coup, soit elle va faire la petite politique de l'autruche et elle va faire tout va bien, tout est bien, et au final elle ne travaille pas sur la tâche que tu lui as proposée, ou en tout cas elle va essayer de dissimuler, retarder de telle sorte à ce que tu ne vois pas qu'il y a un problème, qu'il y a un loup. Donc c'est important de faire une fiche de poste, en tout cas ça dépend si vous déléguez ou si vous faites par vous-même, mais de vous assurer d'avoir des critères d'évaluation pour le poste. Objectif, bien sûr.
Mais c'est important de le rappeler. Mais oui, effectivement, des critères objectifs pour voilà savoir si c'est la bonne personne que vous recrutez. Mais surtout, voilà, l'état d'esprit est important. Les compétences, ça s'acquiert. Vous pouvez avoir des aides pour pouvoir former des nouvelles embauches. Il y a des. Je t'aide, ça. Non, mais c'est vrai. Il y a des dispositifs pour pouvoir former des collaborateurs. Donc c'est pas ce qui est le plus compliqué. Ça demande un certain temps, un certain investissement, mais je trouve que ce sera quand même plus qualitatif d'avoir une personne qui est motivée et qu'on apprend à faire, à évaluer mine de rien sa capacité d'apprendre. Ok. Donc ça tu ferais. Est-ce que c'est rapide ou pas? Alors cette capacité à apprendre, tu l'évalues quand? Est-ce que tu l'évalues pendant les entretiens d'embauche ou pendant la période d'essai? À tous les niveaux. Ok. À tous les niveaux. Si c'est une personne que tu as checké et ne serait-ce que en termes d'état d'esprit, tu valides les critères que tu avais mis, parce que moi j'ai eu l'habitude de faire des grilles d'entretien. En termes de critères importants que tu as mis, la personne les valide, ou peut-être qu'elle en a un ou deux qu'elle ne valide pas forcément, mais tu souhaites aller plus loin avec elle. Avant même la période d'essai, il peut y avoir des dispositifs qui peuvent être mis en place. Si tu ne souhaites pas passer par ces dispositifs, oui, il y a la période d'essai qui fait que tu es là aussi pour observer la personne. C'est une période d'essai, donc autant pour elle que pour toi, c'est important, surtout si tu es tout seul. Bon, je sais que il peut y avoir ce temps à se dire voilà, je vais pas être derrière la personne H24 et c'est pas ce qu'on me demande, mais c'est important d'avoir des temps de feedback avec la personne, aussi voir ne serait-ce que quelques heures ou une demi-journée comment la personne travaille, qu'elle puisse aussi avoir ce temps pour faire ses retours, pour savoir que tu es disponible pour elle. C'est ton premier recrutement, donc mine de rien, en termes d'intégration, il faut mettre le paquet, hein. C'est le premier recrutement, c'est potentiellement la première personne quand tu feras ton deuxième recrutement, la première personne qui aidera l'autre à être intégrée dans l'entreprise, à monter en compétences. Donc c'est comme si tu transférais déjà des éléments pour que l'autre personne puisse par la suite faire le même travail que toi. Faire le même travail que toi. Et je te l'ai déjà dit, mais les collaborateurs ne dépasseront jamais ne serait-ce que l'état d'esprit ou la performance même de son manager. Parce que on a les personnes en face de nous à notre image. Tout à fait. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Ok. Donc si je résume bien, donc j'embauche une personne, donc il y a différents dispositifs pour pouvoir l'évaluer. J'embauche principalement sur le savoir-être et non spécialement sur la capacité à faire. C'est d'abord le point primordial, c'est le savoir-être. Vous êtes d'accord? Selon moi, oui. Okay. Tout le monde n'est pas du même avis, mais je suis persuadée que recruter une personne davantage sur son savoir-être et la faire monter en compétences est beaucoup plus facile et beaucoup plus gratifiant que d'avoir une personne qui a un état d'esprit exécrable, même si elle performe. Parce que quand c'est le premier recrutement, on va dire que voilà, c'est entre guillemets, même si ça m'écorche la bouche de le dire, c'est pas bien grave. Mais qu'est-ce qui n'est pas bien grave de prendre une personne qui n'a pas l'état d'esprit, enfin qui a un état d'esprit exécrable. Je termine. Ouais, vas-y.
c'est pas bien grave. Parce que dans cette phase, tu vas être, si tu as cette envie de monter, d'expulser et de continuer à exploser tous les plafonds, on va dire que potentiellement, c'est pas bien grave. Mais lorsque tu auras à faire tes autres recrutements, il faut se rappeler que cette personne qui n'a pas le bon état d'esprit va accompagner, va potentiellement intégrer, va montrer l'exemple aux futurs recrues. Donc, c'est toujours une question de qu'est-ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous voulez exploser dès le début, allez, on y va à la one again, et on corrige après. Et après, la fusée aussi peut exploser en plein vol. Tout à fait. Parce qu'il y a eu pas le bon état d'esprit, parce qu'il n'y avait pas les bonnes capacités. Tout à fait. Ou est-ce que vous préférez prendre les bonnes bases dès le début, quitte à en corriger quelques-unes, parce que ce sera votre premier recrutement, donc il y aura peut-être des ajustements à faire. Mais si vous checkez, ne serait-ce que l'état d'esprit, que vous voyez qu'en termes de monter en compétence, la personne est en capacité, je vous le dis pas de prendre tous les bisounours qui existent dans le monde et de donner leur un travail. Non, le but c'est quand même de s'assurer que cette personne est en capacité d'apprendre ce qu'elle ne sait pas faire. Soit vous prenez une personne qui connaît R, soit vous prenez une personne qui en connaît un peu, mais dans tous les cas, vaut mieux faire le pari de l'état d'esprit. La personne a un bon état d'esprit, elle a pas forcément les compétences ou toutes les compétences, que une personne qui n'a pas un bon état d'esprit et qui a toutes les compétences, parce que à un moment ou à un autre, il y aura un clash. À un moment ou à un autre, il y aura forcément un clash. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, l'état d'esprit primordial. Oui. Dans un recrutement. Ok. Très bien. Donc, tu as parlé aussi de poser ses limites. Là, je trouve que c'est une des choses qui reste quand même parfois compliquée pour certaines personnes, parce que le plus souvent, dès notre jeune âge, on te dit fais attention à l'autre, faut pas non plus le mettre dans un barat, ou faut pas, on va dire ça, faut être rond avec cette personne. Ouais. Finalement, c'est un peu en quelque sorte être à contradiction. Ben, c'est marrant que tu donnes ces exemples, parce que en quoi poser tes limites ne fait pas en sorte que tu sois rond ou que tu ne blesses pas quelqu'un. C'est pas parce que tu poses tes limites que tu vas blesser quelqu'un. Ben, si elle se sent blessée, c'est qu'elle-même elle doit travailler sur elle. Oui, bon, quand même. Écoutez, bon, vous allez m'aimer, ne serait-ce que pour ça. Faites un travail sur vous. Mais en vrai, c'est pas parce que tu poses tes limites que tu blesses quelqu'un. Si la personne se sent blessée, ce n'est pas de ta faute. Ouais, non, mais je l'entends. Si, quand même. Non. Si, parce que tu n'as pas su utiliser la bonne formulation, le bon moment pour pouvoir expliquer à la personne mais il y a une limite. Il y a des limites aussi. Il y a une façon de poser ses limites. Il y a une façon de dire les choses. Ça, ça s'appelle communiquer. Donc, il faut. Mais non, mais on nous apprend pas spécialement à communiquer correctement. Je sais pas, quand tu étais petit, la communication des fois avec les parents, c'était la main levée ou les yeux et compagnie. Ça, c'est pas communiquer. On n'apprend pas quand on est plus jeune à dire bon voilà, oui mon fils, je veux que tu évites de faire ça parce que t'as une telle chose. Non, je suis désolé. Ça a été quand même un vrai apprentissage. Et quand même quand on est dans les études. À aucun moment on te dit que voilà, cette personne-là, là je suis un petit peu plus en avant parce que je parlais de différents types de profils, et le profil dont l'atelier DISC qui permet de déterminer quel type de profil que tu as en face de toi, donc comment communiquer correctement envers cette personne. Donc il y a différents types de profils. Mais en aucun cas
ce type de choses ou ce type d'atelier ou ce type on va dire d'outils ne t'est présenté quand tu es au collège, au lycée pour pouvoir dialoguer avec des personnes. Et oui, malheureusement, ce sont des outils qui sont pas forcément utilisés dès le plus jeune âge. Et même, j'irai plus loin. C'était une discussion qu'on avait eue, il me semble, ce week-end ou en tout cas dans le mois, par rapport au fait que dans l'éducation qu'on a aujourd'hui, notamment à l'école, oui. on nous met en groupe, on nous met à travailler en groupe oui. quand on est petit, alors que sur ces temps-là, c'est à cette période-là qu'on a besoin d'être individuel. Ouais, tout à fait. Et lorsqu'on arrive, c'est quoi, du CP au collège, voire même lycée, on te met en groupe, on te met en individuel, alors que c'est à cette période-là que tu es censé retourner en collectif pour pouvoir justement collaborer, fédérer et autres. Et oui, c'est peut-être que, enfin, je ne sais pas pour les autres systèmes des autres pays. En France, en tout cas, l'éducation dominante, entre guillemets, c'est celle-ci. Il y a des méthodes, il y a des éducations alternatives qui font aussi, qui ont vu aussi leur jour, et en tout cas, j'espère que dans l'avenir, pour les enfants de nos enfants, l'éducation sera autre. Ouais, tout à fait. Mais oui, je le concède, je le conçois. On ne nous a pas forcément appris, on ne nous a pas tous forcément appris à communiquer de la bonne façon, mais ça se réapprend. C'est-à-dire, tu connais des personnes qu'on leur a appris à communiquer de la bonne façon dans ton entourage? Ben oui. Ok. Je ne savais pas. Ok. Non, je sais pas, moi, tu m'apprends. Tu veux donner un nom en off? Non, je donnerai pas de nom, mais tout le monde n'est pas dans cette situation. Il y a des personnes qui, dès le plus jeune âge, on leur apprend à communiquer de façon saine avec les autres. Carrément saine. Oui. Ok. Oui, de façon non violente si tu préfères, okay. Mais oui, saine. Avoir tout ce qui est des relations saines, une relation saine, une façon saine de communiquer. Oui, il y a certaines familles et bravo à elles, qui ont réussi à éduquer leurs enfants dès le plus jeune âge pour qu'ils puissent être dans cette bienveillance. Et du coup, ce que je voulais te dire, c'est que poser ses limites, oui, il faut potentiellement, bon, j'aime pas trop les il faut, il doit, vous devez, mais c'est important en tout cas, si ça compte pour toi, de pouvoir toujours faire un travail sur ta communication. Si on te reproche tous les 4 matins que voilà, tu es trop froid, tu es trop direct, tu es trop ci, tu es trop ça, soit tu es OK avec cette façon de procéder, de parler, et c'est OK. Si tu vois, mine de rien, que c'est pas utile, que ça ne va pas dans ton sens, dans l'évolution que tu donnes, soit ta carrière, soit ton entreprise, ou quoi qu'est-ce, fais en sorte de changer les choses. Mais il faut passer à l'action. C'est pas juste de dire, je sais que je parle mal, mais bon, on fera avec. Si tu ne poses pas les actions pour apprendre à mieux communiquer, ou communiquer de façon saine, tu ne pourras pas non plus exprimer correctement et poser correctement tes limites. Poser ses limites, c'est pas aller gueuler sur la personne et lui dire je t'ai dit de pas passer là. Ouais, c'est ça. Je t'ai déjà dit de pas passer là, ou je t'ai déjà dit de pas faire ci, ou non, en fait, il y a des façons de dire les choses
de telle sorte à ce que la personne ne se sente pas accusée, rejetée, blessée par ce que tu dis, et qui, pour le coup, par réflexe, va essayer de se défendre, va soit du coup être comme toi dans des mots forts ou piquants, ou en tout cas ou va même fuir, hein. On sait pas, les gens peuvent avoir des comportements tout autres, mais si il y a pas ce travail sur la communication, effectivement tu n'apprendras pas à poser correctement tes limites, ou en tout cas tu gueuleras tout le temps, ou que sais-je, mais c'est pas en gueulant que la personne va forcément comprendre que qu'elle a pas respecté tes limites, ou qu'elle a enfreint tes limites, ou que tu avais même des limites, parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas où sont tes limites. Si elles sont pas clairement annoncées, comment je fais pour savoir que ça c'est pas autorisé, que oui tu me l'as dit, mais ok, j'ai le droit d'oublier. Est-ce que c'est réellement important ou pas pour toi? C'est quoi en fait? Je suis pas forcément je suis pas dans ta tête H24, et je sais pas si c'est réellement utile pour moi de savoir si... Est-ce que c'est réellement utile pour moi de me souvenir de cette limite? Et dans cette façon de poser tes limites, il faut, enfin c'est intéressant de communiquer à la personne, entre guillemets, l'intérêt qu'elle a à respecter ses limites. Ok. Tout est communication, hein, mine de rien. Non, mais nous sommes entièrement d'accord. Est-ce que je peux te proposer de poursuivre cet entretien dans un second temps? Yes. On continue parce que il y a quand même des piliers plutôt, je trouve, intéressants. Et donc, qu'on peut continuer directement au prochain podcast. Ça te dit? Ok, on fait comme ça. Bon, ben, salut les jeunes. À bientôt. À bientôt. Salut.